Je voudrais donc, à la suite du ministre, rappeler également que nous ne sommes pas là pour faire le procès du Comité des droits de l'homme, car le Sénégal fait partie des pays qui ont ratifié le protocole facultatif et qui a confié cette mission à ce comité. Loin de là. Mais nous sommes là parce qu'aujourd'hui, les constatations qui sont faites par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ont été reprises par Maître El Hadj Amadou Sall, que je cite nommément à travers un communiqué. Et ces déclarations contenues dans ce communiqué appellent effectivement de notre part, en tant que responsable, un certain nombre d'observations et de précisions de taille afin d'édifier l'opinion publique. Parce qu'il faut qu'on édifie l'opinion publique sur d'éventuelles confusions que ce communiqué tente d'opérer sciemment. Et ça, vous allez le voir dans les développements. Parce que c'est bon à préciser, on ne s'attaque pas au comité, mais on est en train d'apporter des éclaircissements sur des déclarations contenues dans un communiqué, et vous verrez qu'il y a des déclarations contradictoires ou à la limite même des déclarations qui ne sont pas contenues dans ce document qui a été fait par le comité et qui a été présenté à l'opinion publique. Et ça a été fait sciemment pour essayer de tromper la religion de l'opinion publique, ce qui est tout à fait anormal. Je ne reviendrai pas fondamentalement sur ce qu'est le Comité des droits de l'homme. Je pense que le ministre l'a dit en préliminaire. Mais ce qu'il faut retenir de façon juste et exacte, c'est que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies est un organe de surveillance. C'est important, c'est un organe de surveillance au niveau du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies qui a la responsabilité, je dis bien qui a la responsabilité de la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'ensemble des protocoles additionnels qui lui sont connexes. Je pense que cela est clair. On n'a pas dit que c'est une juridiction de jugement, c'est une juridiction de cassation, c'est une juridiction d'appel. C'est un organe de surveillance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le protocole facultatif qui lui donne mandat de se prononcer sur des cas de violation des droits humains, qui le dit, personne ne le dit ici dans la salle. Donc cela est important. Mais mon intervention va se situer au niveau de la teneur même de la décision. Parce qu'il est bon également, quand, du moins de la note, quand une note comme ça, avec à la base des constatations sont faites, il est bon qu'on restitue à cette note ou à ce texte sa véritable nature. Qu'on se garde de la dénaturer ou de lui donner une orientation autre que celle qu'il a prise. Et je pense que c'est notre devoir. De ce point de vue, un examen approfondi de ce texte, déjà, la première page, vous verrez, constatation du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Ce n'est pas moi qui le dis, si vous avez la décision, vous allez voir, la première page parle de constatation. Si c'était une décision de justice, vous allez voir arrêt numéro tel ou jugement numéro tel. Mais ce sont des constatations qui sont faites avec à la base des recommandations. Et il y a dans ce texte un certain nombre de parties, c'est-à-dire le texte est structuré en 3 parties, parce que ça c'est sur le plan de la forme pour qu'on le sache. Une première partie sur la teneur de la plainte de M. Karim Wade, parce que c'est Karim Wade qui a saisi, c'est une communication qu'il fait au niveau du comité. Évidemment, il va lister un certain nombre de demandes portées à l'attention donc de ce comité. C'est la première partie. La deuxième partie va donc sera constituée du texte, sera constituée donc aux observations des parties. Aussi bien l'État du Sénégal que M. Karim Wade, parce que c'est un débat contradictoire, ont fait des observations et la deuxième partie était consacrée à ça. Et la troisième partie était consacrée donc à ce qu'on appelle un peu sur l'examen, la délibération du comité. Ici, le comité délibère, mais le comité ne rend pas de décision, il délibère. Donc, voilà les 3 parties. Maintenant, pour la première partie, c'est sur la recevabilité de la communication, ça ne pose pas de problème. Mais examiné par une juridiction supérieure, la déclaration de culpabilité et de condamnation dont il a fait l'objet. Je pense que ce débat a été tenu au Sénégal. C'est la question du double degré de juridiction, l'absence d'appel avec la CREI. C'est ça qu'il réitère devant ce comité comme demande. La deuxième demande, c'est de constater la violation de l'article 14, paragraphe 5, par la mise en œuvre de la loi 81-54 du 10 juillet 81 sur la CREI, de demander à l'État partie, c'est-à-dire le Sénégal, dans un délai, sans délai, d'annuler la déclaration de culpabilité ainsi que les mesures de contrainte par corps, de confiscation et d'amende. Là, il attaque le fond de la décision qui a été rendue.
en demandant au comité des droits de l'homme de se comporter comme une juridiction d'appel nationale pour pouvoir annuler aussi bien la déclaration de culpabilité qui a été prononcée, mais également la contrainte par corps qui a été fixée au maximum et la confiscation et l'amende. Voilà ce qu'il demande en deuxième position. Troisièmement, il demande à l'État partie de prendre toutes les mesures pour procéder à sa libération immédiate et sans délai. Vous voyez donc que c'est une demande qui date de 2016. En ce moment, il était toujours sous les liens de la détention. Et il demandait par ricochet également sa libération sans délai. Ça également, c'est une demande de fond qu'il a toujours faite auprès de nos juridictions et qui a reçu une réponse juste et positive de la part des juridictions sénégalaises et de façon souveraine. Il demande également de fixer à 30 jours, il dit bien 30 jours, après la notification de la décision du comité, le délai imparti à l'État du Sénégal pour fournir les informations nécessaires sur toutes les mesures à prendre par rapport à ces constatations. Donc lui, il va abréger le délai à 30 jours. Certainement, on y reviendra parce que c'est un homme politique qui veut s'engager et il veut coûte que coûte d'ici le dépôt des candidatures pour que sa situation soit clarifiée. Il dit 30 jours, c'est une demande qu'il a formulée également. Donc ça, c'est vraiment les demandes qu'il a eu à formuler. Pour ce qui est maintenant de l'examen de ces demandes, le comité a fait 2 précisions de taille. Je demande à ce que ces 2 précisions de taille soient bien notées, parce que c'est important pour la compréhension par rapport au reste. La première précision, le comité a rappelé dans son texte que le pacte international relatif aux droits civils et politiques n'exige pas un nouveau procès sur les faits de la cause. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le comité qui le dit. Il dit le pacte international relatif aux droits civils et politiques n'exige pas un nouveau procès sur les faits de la cause. Deuxième précision de taille, en guise de rappel toujours, le comité a reconnu dans son texte l'importance de l'objectif légitime de la lutte contre la corruption pour les faits, pour les États. Donc ça, c'est des précisions de taille qu'il faut noter. Maintenant, par rapport à la première précision, il faut en tirer les conséquences, comparé à ce que Maître Amadou Sall a dit dans son communiqué. Donc ce rappel, ce premier rappel sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui n'exige pas un nouveau procès sur les faits, contredit effectivement, comme vous le voyez, l'affirmation gratuite de Maître Amadou Sall contenue dans son communiqué et qui consiste à dire qu'il impose un réexamen des faits reprochés à Karim Wade et des preuves fournies par lui. Voilà ce qu'il dit dans son communiqué. Si vous lisez le communiqué, mais Maître Amadou Sall fait dire au texte ce qu'il n'a pas dit, parce qu'il fait dire au texte que c'est le comité des droits de l'homme des Nations Unies impose un réexamen des faits reprochés à Karim Wade. Alors que je vous ai dit tout de suite qu'il y a une précision qui avait été faite par le comité en préliminaire, c'est de dire que le pacte international relatif aux droits civils et politiques n'exige pas un nouveau procès sur les faits. C'est une dénaturation. On fait dire à un texte ce qu'il n'a pas dit, et je pense que cela relève de la malhonnêteté intellectuelle. Donc ça, il faut le souligner. Pour l'autre précision, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif légitime de la lutte contre la corruption pour les États. Cette précision du comité des droits de l'homme conforte la position du président de la République sur son engagement et sa volonté réelle à œuvrer pour la transparence dans la gestion des deniers publics et la reddition des comptes à tous les niveaux. Ça, il l'a dit tout récemment à France 24. Et le comité, effectivement, donne cette position, fait ce rappel qui conforte la position du président de la République par rapport à la question de la reddition des comptes, mais également par rapport à la gestion transparente des deniers publics. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrête de dire que c'est à tort que le président proclame un peu cette transparence dans la gestion des deniers publics, mais également prône la reddition des comptes. Ça, c'est une position claire, c'est un rappel clair du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et c'est important parce qu'on a toujours critiqué cette position en pensant que c'est la chasse aux sorcières alors qu'il n'en est absolument rien du tout. Après ces précisions de taille et les constatations faites par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies sur l'article 14, paragraphe 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par rapport au droit pour toute personne déclarée coupable d'une infraction de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a formulé un certain nombre de recommandations. Donc voilà, il fait des constatations. La constatation qu'il a faite, il faut qu'on le dise, c'est qu'il estime, le Sénégal a ratifié ce protocole,
Il y a l'article 14, paragraphe 5, effectivement, qui exige ce double degré de juridiction. Effectivement, la loi de 81 sur la CREI ne l'a pas prévu. C'est notre législation, ça remonte de 1981. Et j'ai entendu le président dire, en ce moment, j'étais en première. Donc, ce n'est pas une loi du président de la République. C'est une législation que nous avons trouvée sur place, effectivement, qui ne contient pas une disposition qui permet d'user d'une seconde voie de recours, qui est l'appel pour l'examen à nouveau du fond. Et ça, le comité le constate. Il fait cette lecture par rapport au pacte international relatif et l'article 17, je dis bien c'est l'article 17 de la loi de 81 sur la CREI qui exclut cette possibilité de faire appel. Mais après avoir fait cette constatation, le comité fait des recommandations. Et là c'est important aussi, ce sont des recommandations. Et je pense que nous parlons français, recommandation n'a aucune valeur injonctive. Recommandation ne veut pas dire injonction. Moi je viens de Genève. Le Sénégal a été plébiscité devant ses pairs pour avoir présenté un rapport qui a honoré toute la nation sénégalaise. Ça, je le dis en toute fierté. Nous revenons de Genève et nous avons été plébiscités. Mais on nous a fait 256 recommandations. Parce que qui ne fait rien ne reçoit pas de recommandations. Quand on n'est pas positif dans la promotion et la protection des droits de l'homme, vous ne recevez aucune recommandation. Donc, les recommandations, ce ne sont pas des injonctions, encore moins des décisions qui ont force exécutoire ou qui peuvent ôter à une décision nationale toute sa force probante ou toute sa valeur juridique. Donc ça aussi, il faut qu'on le clarifie. Ces recommandations, c'est quoi? C'est 5 recommandations. Le comité recommande à l'État d'assurer à l'auteur un recours utile, ce qui exige une réparation intégrale. Ça, on le verra. Est-ce qu'il faudra revoir les textes pour y intégrer un recours par rapport à la voie de recours sur l'appel, ou est-ce qu'il faudra procéder à une réparation intégrale? Ça, c'est une question à examiner. C'est une recommandation qui s'adresse à l'État du Sénégal. Le comité recommande à l'État de réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation contre l'auteur conformément aux dispositions de l'article 5 du paragraphe 14. Donc, c'est ce que je dis, ce double degré de juridiction. C'est une recommandation également. Le comité recommande à l'État, troisièmement, de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir. C'est une recommandation. Parce que c'est quand ils constatent, ils font des recommandations, mais ils font de telle sorte que cela ne puisse plus se reproduire. Le comité recommande à l'État de lui envoyer dans un délai de 180 jours des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à cette constatation. Vous verrez donc que là où on demande 30 jours, le comité dit 180 jours. Donc, si on analyse en termes d'acceptation, on peut dire qu'ici, le comité a rejeté complètement la demande qui a été formulée par M. Karim Wade sur le délai de 30 jours, mais en lieu et place, c'est un délai de 180 jours qui est donné à l'État du Sénégal pour pouvoir prendre. C'est comme ça qu'on formule des recommandations. Et ça, cette recommandation montre qu'il ne s'agit pas d'injonction. Il s'agit juste de donner la possibilité, la latitude à un État souverain de pouvoir s'organiser au plan législatif, au plan réglementaire, au plan institutionnel pour prendre des mesures. Et c'est ça que le comité des droits de l'homme dit. Et enfin, il invite l'État à rendre public les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues nationales. Je pense que si c'était une décision de justice, ça n'appartenait pas à l'État qui est condamné, si c'est une décision de condamnation, de le faire. Ça, c'est l'organe qui a rendu la décision qui le fera. Mais ici, comme c'est des recommandations qui s'adressent à l'État du Sénégal, effectivement, il appartient à l'État du Sénégal, dans toutes les langues nationales, de pouvoir faire la publication officielle. Donc, rien que la formulation qui est donc faite renvoie effectivement à cette notion de recommandation que nous voyons. Donc, à l'analyse, il résulte clairement de ces constatations et recommandations du Comité des droits de l'homme que c'est plutôt l'article 17 de la loi 81-54 du 10 juillet 81 sur la CREI qui ne prévoit pas de recours en appel contre les décisions de la CREI qui a été confronté à l'article 14, paragraphe 5 du pacte international sur les droits civils et politiques et non les questions de fond telles que réglées par la CREI et la Cour suprême du Sénégal. Donc ça aussi c'est clair. On n'est pas là pour revenir sur le fond de l'affaire tel que réglé par la CREI, tel que réglé par la Cour suprême, mais aujourd'hui la question fondamentale qui se pose, c'est par rapport à l'article 17. Cette lecture qu'il faudra faire à l'article 17 qui organise la CREI par rapport à la voie de recours qui est l'appel, avec l'article 14, paragraphe 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc je pense que cela est clair. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
ce délai de 6 mois que je viens de dire en lieu et place de 30 jours a été accordé à l'État du Sénégal pour pouvoir prendre donc toutes ces mesures. Par ailleurs, il y a lieu de constater avec force que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas jugé utile de donner suite à certaines demandes fantaisistes formulées par M. Karim Wade pour la bonne et simple raison qu'il ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur les États partis au pacte international. Ça aussi c'est clair. C'est-à-dire que si vous voyez aujourd'hui sur la liste de demandes formulées à l'origine par M. Karim Wade, il y a des demandes qui n'ont pas connu une suite, c'est parce que quelque part, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas de pouvoir de contrainte sur les États partis. Ça aussi, il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que si ce comité avait un pouvoir de contrainte, à partir de ce moment, ces demandes pourraient recevoir une suite favorable. En effet, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas donné suite à la demande de M. Karim Wade tendant à l'annulation sans délai de la déclaration de culpabilité. Donc voilà, il demande à ce qu'on annule sans délai sa déclaration de culpabilité. Le comité ne dit rien sur ça. Il demande un réexamen. Réexaminer ne veut pas dire annuler. Donc, au sortir de cette salle, qu'on ne nous dise pas que la décision de la CREI, qui a été donc reprise par la Cour suprême après le pourvoi en cassation, suite au rejet du pourvoi qui a été formulé par Karim Wade, que cette décision est remise en cause, loin s'en faut. C'est une décision qui est toujours dans notre dispositif, dans notre catalogue judiciaire et qui constitue une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui est devenue définitive. Et ce texte, ces constatations, cette demande tendant à l'annulation de la déclaration de culpabilité sans délai n'a pas connu une suite. Ça, c'est contenu dans le document qui nous vient donc du Comité des droits de l'homme. Ensuite, le comité n'a pas également donné suite à la demande de M. Karim Meïssa Wade tendant à octroyer à l'État du Sénégal un délai de 30 jours pour fournir les informations nécessaires sur toutes les mesures qu'il prendra par rapport. Je l'ai dit tout à l'heure, il se précipite. On sait pourquoi il se précipite, les autres vont le dire, effectivement. Et c'est ça, si vous voyez un peu, rien que ce délai qu'il demande atteste à suffisance de sa volonté, de ses intentions. Et je crois que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes politiques et autres. Et ça, je crois que le comité l'a si bien compris. C'est la raison pour laquelle, au lieu de 30 jours, le comité a dit 180 jours.